Bonsoir et merci à vous tous d'être parmi nous. Tous nos remerciements à M. le maire d'abord, mon cher arrondissement, M. Bonglin, qui a accepté de nous accueillir dans ce lieu prestigieux. Merci à M. Winter d'avoir accepté de délivrer la leçon inaugurale du Centre national de pédagogie juive, l'Institut Benjamin Gross. Juste 2 mots pour expliquer le sens de cette soirée. Pourquoi parler de leçon inaugurale alors que nos activités ont démarré depuis déjà quelques mois? On a essayé de vous montrer en boucle un petit peu ce qu'on fait, mais évidemment de manière très rapide. On pourra en reparler ultérieurement. Pourquoi avoir ciblé le thème de la transmission? Ces 2 questions ont une seule et même réponse. Oui, le CNPJ existe et prend petit à petit sa vitesse de croisière. Mais il doit, s'il veut remplir sa mission et dynamiser l'innovation pédagogique, apporter aux enseignants, dont la fonction est astreignante et souvent répétitive, cette possibilité de chinour, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire de renouvellement et de réinauguration, et ceci au quotidien. Comment et pourquoi le faire est le thème de ce soir et de toutes nos actions, passées, présentes et futures. Merci M. Winter de nous en donner des pistes, par-delà nos différentes fonctions, sur les enjeux importants de la transmission et de la création. Bien, bonsoir. Merci à vous d'être là par ce premier jour de beau temps. Je vais essayer de vous dire un certain nombre de choses qui sont le fruit d'une élaboration de longue date. En tant que j'ai été longtemps enseignant, professeur au doctorat de la Route de la Victoire pendant des années, professeur enseignant à l'Alliance israélite pendant des années, et aujourd'hui enseignant à l'Université populaire du judaïsme, dont vous pouvez suivre d'ailleurs les enseignements, comme probablement vous le savez, sur Academ, de façon très régulière. Mais mon activité principale, c'est la psychanalyse. Et j'essaie quelquefois de faire coïncider ce que la tradition m'a appris avec ce que l'expérience clinique du psychanalyste lui enseigne. Car pour moi, ce sont deux expériences de transmission. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est l'histoire d'un papa oiseau qui vit avec ses 3 petits oisillons à quelques kilomètres, à quelques encablures du continent, sur une petite île, et avec son instinct d'oiseau, il sent qu'un tsunami se prépare et que ça va aller très vite. Alors il décide, pour éviter le pire, de faire passer chacun de ses oisillons sur le continent, le plus loin possible. Il en prend un entre ses serres, et à mi-chemin, entre l'île et le continent, il lui dit, tu vois, ce que je fais pour toi aujourd'hui, au péril de ma vie, j'essaye de sauver la tienne. Est-ce que si demain j'ai besoin que tu fasses l'équivalent pour moi, est-ce que tu le feras? Alors vous imaginez le petit oisillon dans les serres de son père, la mer en dessous, le tsunami qui menace. Il dit oui, papa, tout ce que tu veux, je te le promets, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je ferai ce que tu attends de moi. À ce moment-là, l'oiseau ouvre ses serres et laisse tomber l'oisillon dans la mer. Il retourne sur l'île, il prend le deuxième, il lui pose la même question, et il obtient la même réponse promesse. Oui, bien sûr,
je ferai pour toi ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et à nouveau, il ouvre ses serres et il le laisse tomber dans la mer. Il va chercher le troisième, il lui pose la même question, mais cette fois, le petit oisillon répond « Écoute papa, ce que je ferai pour toi plus tard, quand tu seras vieux, j'en sais rien, je ne peux rien te promettre. La seule chose que je peux te promettre, c'est que je ferai pour mes enfants ce que tu es en train de faire pour moi. » Et celui-là, il le sauve. Cette histoire, un papa la raconte à son fils qui a 5 ans. Parce que son fils, en rentrant de l'école, lui pose la question « Papa, c'est quoi la gratitude ?» Et ce père, très moderne, veut enseigner à son fils que la gratitude, c'est pas de rendre ce qu'on vous a donné. D'abord parce que dans la vie, on ne reçoit jamais à la mesure de ce qu'on a donné, mais aussi parce que c'est être tourné vers le passé, alors que ce qui se transmet doit se transmettre pour l'avenir. Et donc le papa est très fier. Il raconte cette histoire à son fils, il dit, il va comprendre, c'est un petit garçon de 5 ans, il est très intelligent. Et à sa grande surprise, le petit garçon reste de marbre. Au point que le père dit, mais elle t'a pas intéressé mon histoire, t'as pas compris. Le petit garçon se fait un peu tirer l'oreille pour répondre, et puis il finit par dire, ce petit garçon, je dois vous dire à ce moment-là, est un fils unique. Mais néanmoins, il dit à son père, il y a quand même une chose qui me chiffonne dans cette histoire, c'est que va dire son père quand son fils lui posera la question « Qu'as-tu fait de mes 2 frères ?» Alors si je vous raconte cette apologue, d'une certaine manière, c'est pour vous dire que la transmission, ça ne marche pas que dans un sens. J'ai fait l'expérience de raconter cette histoire, sauf la fin de l'intervention du petit garçon, dans des milieux très divers, psychanalytiques, plus ou moins religieux, plus ou moins philosophiques, etc. Jamais un adulte, jamais, vous m'entendez, jamais un adulte ne m'a posé la question de savoir comment le père répondrait à la question que pose le petit garçon. Il fallait la sensibilité d'un petit garçon pour transmettre à son père, en retour, donc, l'idée que, enfin c'est bien joli tout ça, mais enfin la vie, c'est quand même peut-être plus important que tes démonstrations philosophiques ou morales. Alors en partant de là, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Transmettre ou pas », j'ai retrouvé une citation de Nietzsche qui disait « Ce sont toujours les parents qui se voient éduqués par les enfants, notamment par les enfants, dans tous les sens du terme, même au sens le plus spirituel. Nos œuvres et nos disciples sont les premiers à donner la boussole et l'orientation décisive à la nef de notre vie. » Un jour, je parlais avec Françoise Dolto, psychanalyste bien connue, et en guise d'introduction à notre échange, je lui citais un texte de la tradition qui dit à peu près, vous le citerez beaucoup facilement, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes collègues, mais ceux dont j'ai le plus appris, ce sont mes élèves. Alors je dis à Françoise Dolto, et toi, qu'est-ce que t'en dis de ça? Elle dit, ben, je suis bien d'accord. Bien sûr, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes collègues, surtout ceux qui parlaient de leur vie, mais ceux dont j'ai le plus appris, ce sont les bébés. Les bébés, quand je les regarde,
interagir entre eux, interagir avec les adultes. Et quand je les observe, et vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi justement elle avait cette capacité d'observation que la plupart d'entre nous ont perdu très tôt. Alors, transmettre, ça va dans les deux sens. Comme psychanalyste, j'apprends de mes analysants. Il m'arrive de recevoir des gens, comme on dit, en supervision ou en contrôle, c'est-à-dire des jeunes analystes qui viennent raconter leurs premiers exploits cliniques. Et je les sélectionne très sévèrement, en ce sens que ceux qui viennent me demander un contrôle, une supervision, en pensant que moi je vais leur apprendre quelque chose, je m'en méfie comme de la peste. Par contre, ceux qui viennent pour témoigner en ma présence de ce que l'expérience analytique, c'est-à-dire la présence de leurs patients et le discours de leurs patients leur apprend, cela m'intéresse évidemment beaucoup. Je pense que dans l'enseignement, on doit trouver des choses à peu près identiques. Il y a des élèves qui ont des choses à nous apprendre. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qu'ils ont à nous apprendre ou pas, c'est une autre affaire. Et puis il y a des élèves dont on pense qu'il faut d'abord commencer par leur apprendre quelques règles de vie afin qu'ils soient réceptifs à un enseignement. Toujours est-il que enseigner, ce n'est pas la même chose que transmettre. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais porter l'accent ce soir. Quand on enseigne, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cette pratique aussi, quand on enseigne, on délivre un contenu. On délivre un savoir. Mais quand on enseigne, sait-on ce qu'on transmet? On sait ce qu'on apprend, mais sait-on ce qu'on transmet? Car ce n'est pas du tout la même chose. Pour vous représenter dans un premier temps la différence sur laquelle je voudrais insister un peu aujourd'hui, réfléchissez à vos années d'études. Je dirais du cours préparatoire jusqu'à Bac plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, notamment. Combien d'enseignants, vous avez dû, comme chacun d'entre nous, en connaître une cinquantaine, combien d'enseignants vous ont transmis quelque chose? Admettons qu'ils vous aient tous enseigné quelque chose, ce qui est déjà un pari fou. Mais parmi tous ceux qui vous ont enseigné quelque chose, combien méritent le titre de transmetteur, voire même, puisqu'on est dans cette assemblée, de passeur? En ce qui me concerne, je dirais 2. Et quand j'interroge mes 3 garçons, qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, il y en a un qui me dit 1, le deuxième me dit 1, ils ont tous fait des études supérieures, hein, et le troisième me dit aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmission est une affaire bien différente et bien plus difficile à cerner que ce qu'on appelle l'enseignement, qui pourtant est considéré par Freud comme une mission impossible. Freud disait qu'il y a 3 missions impossibles: enseigner, gouverner et psychanalyser. Mais transmettre, c'est pas impossible, sauf que, à la différence de l'enseignement, une grande partie de ce qu'on enseigne ne se fait pas de conscience à conscience, de moi à moi, mais d'inconscient à inconscient. De surmoi à surmoi. C'est-à-dire à l'insu et de celui qui transmet et de celui à qui a été transmis quelque chose. Dans la Torah, on nous dit «
les commandements, dans le schéma par exemple, les commandements, tu les enseigneras, pas tu les transmettras. Alors comment se fait cette transmission dont je dis elle est d'inconscient à inconscient? D'une certaine manière, puisqu'on sort à peine de Pessah, d'une certaine manière, vous savez, dans le passage des 4 enfants qui posent des questions, on a une première amorce, une première indication de ce que c'est que l'inconscient, de la façon dont l'inconscient peut être, en quelque sorte, attrapé, autrement que par un lapsus ou par un acte manqué, dans la manière même, souvenez-vous du texte de la Haggadah, dans la manière même dont l'enfant pose ou ne pose pas la question. C'est-à-dire dans la façon dont il se situe dans la question qu'il pose. En quoi ces rituels sont-ils pour vous? La Haggadah nous dit pour vous, mais pas pour lui. Alors à lui qui lui répondra comme ça. Et puis, il y a celui qui pose la question simplement, puis celui qui ne sait pas poser de question. Et en fonction de la manière dont la formulation est entendue, chacun va répondre. Alors dans la Haggadah, c'est de façon volontaire et consciente, mais dans la vie, on fait la même chose. On répond à une question en fonction de ce qu'on entend de la place de celui qui parle dans ce qu'il est en train de demander. Où est-il? À quelle place se situe-t-il? Là est l'inconscient. L'inconscient, c'est qu'il ne sait pas de quelle place il parle. D'où parle-t-il? Bien, je dirais comme enseignant, nous avons quelquefois à être très attentifs justement à cette dimension de la parole. À cette dimension par où un enfant, mais à l'adulte, tout aussi bien, fait entendre à son insu ce qu'on disait après mai 68, le lieu d'où il parle. Et le lieu d'où il parle, c'est la place qu'il a comme sujet grammatical dans la phrase qu'il est en train d'énoncer sous forme de demande. Alors, je vais vous en donner un exemple. Talmudique, puisque j'ai décidé de faire croiser un peu les deux champs. C'est un exemple qui n'est pas si connu que ça. La plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est pour l'interprétation que je veux en tirer que je vous le raconte. Rab Ashi avait un jour terminé sa leçon sur les 3 rois, Achab, Manassé et Jéroboam. Vous vous souvenez que c'est les 3 rois qui n'auront pas part au monde futur. Autrement dit, ceux qui sont définitivement morts. Et il a dit, demain, nous commencerons à parler de nos collègues. Le roi Manassé lui est apparu en rêve et lui a dit, tu nous as appelés tes collègues et les collègues de ton père. Dis-moi, par quel côté doit-on commencer à manger le pain après avoir prononcé la bénédiction du pain? Il lui a dit, je ne sais pas. L'autre lui a répondu, tu n'as même pas appris par quel bout on doit commencer le pain après la bénédiction, et tu te permets de m'appeler ton collègue. Le maître lui a répondu, apprends-le-moi, et demain, j'en traiterai dans ma leçon en citant ton nom. Il lui a dit, du côté où le pain a commencé à cuire. C'est un nouveau. Puisque tu es si instruit, lui dit Rab Ashi, pourquoi donc avez-vous pratiqué le culte des idoles? Il lui a répondu, si tu y avais été, tu aurais relevé les pans de ton vêtement pour mieux courir après moi. Le lendemain, Rab Ashi a dit aux élèves présents, nous allons commencer à parler de nos maîtres,
L'un s'appelait Ahab, un frère, en hébreu, Ar pour le ciel, et Ab pour un père, pour les idoles. Frère pour le ciel, dans le sens où il est écrit, hélas, Ar, en hébreu, pour le malheur qui vient de naître. Père pour les idoles, comme il est écrit, un père a de l'amour pour ses enfants. Mais l'interprétation, c'est là-dessus que je veux insister. L'interprétation, elle tient en un très court paragraphe. En effet, tout se passe comme si Rav Ashi nous faisait grâce de l'ensemble de l'interprétation pour aller rapidement au nœud de son rêve, qui se signale par sa moindre importance, là où il relève en quelque sorte comme un quiproquo qui lui apparaît comme signifiant. Je dirais en lacanien, c'est un type même de séance courte. En effet, si vous avez fait bien attention, il demande dans son rêve à Manassé, puisque c'est lui qui lui apparaît. Pourquoi donc avez-vous pratiqué le culte des idoles? Vous, c'est Ahab, Manassé et Jéroboam. Manassé, lui, répond comme s'il ne s'agissait que de lui. Et cela sera une indication pour Rav Ashi, l'indication d'un déplacement. Manassé, je dirais, en termes freudiens, peu importe si ça ne vous est pas tout de suite clair, c'est le produit d'une élaboration secondaire. C'est sur le nom Ahab qu'il faut travailler. Ahab. Or, et c'est là, à mon avis, ce qui est remarquable, quel est l'effet produit par le rêve et l'interprétation qu'il livre ensuite à ses élèves? Il ne s'agit pas d'une sublime révélation, ni même d'un jugement moral, mais d'un changement de la place du sujet dans l'énonciation. Après ce rêve, Rav Ashi ne parle plus comme collègue, si vous vous souvenez, c'est le point de départ de l'affaire, il ne parle plus comme collègue, mais comme élève. Car ce qu'il découvre au détour du rêve, c'est ce qu'est un frère pour lui et ce qu'est un père. En quelque sorte, je dirais la transmission, si on s'y intéresse par l'effet qu'elle peut avoir, à la différence de l'enseignement, la transmission, c'est ce qui a le pouvoir de vous déplacer comme sujet, de faire que vous n'êtes plus à la même place. Vous n'êtes plus, par exemple, le collègue de votre père, ou le copain de votre mère. Mais quelque chose vous a été transmis, par exemple, par la transmission, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, de l'interdit d'inceste, par exemple, quand vous êtes enfant, qui fait que, à votre insu, et à l'insu même peut-être quelquefois de celui qui vous a transmis quelque chose, vous n'occupez plus la même place dans le rapport à l'autre. Et je dirais même, peut-être que ça peut avoir aussi comme effet, tout simplement, de vous rendre compte qu'il y a de l'autre, qu'il y a de l'altérité. Donc voilà le premier aspect dont je voulais parler sur la question de la transmission. J'ouvre un deuxième chapitre qui est celui d'une transmission problématique, mais extrêmement intéressante, qui est la transmission de la lecture. Donc j'ai pensé que, étant donné que vous êtes, je crois, la plupart d'entre vous dans l'enseignement, quelques réflexions sur le sujet pourraient vous intéresser. En effet, l'apprentissage de la lecture pose des questions qui sont à la croisée des questions liées à l'enseignement. Pensez par exemple au conflit entre lecture globale ou lecture syllabique, et des questions liées à la transmission.
Alors, plus j'y ai réfléchi à cette question, plus je me suis dit que, décidément, les conflits que nous avons connus ces dernières années dans l'éducation nationale, je ne sais pas si ça a été pareil dans les écoles juives, mais les conflits que nous avons connus entre méthode globale et méthode Silani, par exemple, masquaient la vraie question de savoir qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire. Alors, pour vous en donner une idée, je vais vous lire un petit texte de celle que je citais tout à l'heure, à savoir Françoise Dolto. Je pars de ce constat, peut-être certains me diront que ce n'est pas le cas pour eux, on verra bien. Je pars de ce constat que la plupart d'entre nous, nous ne nous souvenons pas du moment où nous sommes passés du b.a.-ba à la compréhension de la lecture. Comment nous sommes passés de Aleph-Bet à Ab. C'est pas tout à fait par hasard que j'ai choisi évidemment ces deux lettres. Tout se passe comme si, à partir du moment où on sait lire, d'abord, on ne peut plus s'en empêcher. Dès qu'on a quelque chose à dire sous les yeux, on passe notre temps à le lire. Vous êtes dans le métro, par exemple, si vous n'êtes pas occupé, vous lisez le nom des stations que vous connaissez par cœur. Vous êtes à table, avec la salière sur la table, vous lisez tout ce qui est écrit sur la salière, même si vous l'avez lu au précédent repas et à tous les précédents repas. Quand on sait lire, on lit. Et quand on connaît par cœur, la tradition nous enseigne qu'il ne faut pas se contenter de connaître par cœur, il faut lire. Ça ne suffit pas de connaître par cœur. Parce que ce n'est pas le par cœur qui fait entrer le texte dans le corps. Mais peut-être qu'on pourra discuter de ça tout à l'heure. Toujours est-il que la question première, c'est celle, avant de vous lire le texte de Dolto que je vais vous lire, la question première, c'est celle de savoir ce que ça veut dire apprendre et dans quelles conditions on peut apprendre. Jacques Lacan disait « C'est une invention de pédagogue que le savoir. Ça s'acquiert à la sueur de son front, nous dira-t-on bientôt, comme si elle était forcément corrélative de l'huile de nos veilles. Avec un bon éclairage électrique, on s'en dispense. Mais je vous interroge. Je ne dis pas, n'avez-vous jamais rien appris? Parce qu'apprendre, c'est une chose terrible. Il faut passer à travers toute la connerie de ceux qui vous expliquent les choses. Et ça, c'est pénible à soulever. Savoir quelque chose, n'est-ce pas toujours quelque chose qui se produit en un éclair? Je vous demande de retenir ça. Savoir quelque chose, est-ce que ça n'est pas toujours quelque chose qui se produit en un éclair? Savoir faire quelque chose avec ses mains, savoir se tenir à cheval ou sur des skis, tout ce qu'on dit du soi-disant apprentissage n'a rien à faire avec ce qu'est un savoir. Le savoir, c'est ça. On vous présente des choses qui sont des signifiants. Et de la façon dont on vous les présente, ça ne veut rien dire. Et puis il y a un moment où vous vous dépêtrez, tout d'un coup, ça veut dire quelque chose. Et cela depuis l'origine. Il est sensible à la façon dont un enfant manie son premier alphabet qu'il ne s'agit d'aucun apprentissage, mais du collapsus qui unit une grande lettre majuscule
avec la forme de l'animal dont l'initiale est censée répondre à la lettre en question. L'enfant, et c'est là un point capital, notamment pour les cliniciens, l'enfant fait la conjonction ou ne la fait pas. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans ceux où il n'est pas entouré d'une trop grande attention pédagogique, il la fait. Les cas où on ne la fait pas, cette conjonction entre la grande lettre majuscule et l'animal, vous savez, dans les animaliers, là, que nos enfants de 4-5 ans, pas plutôt, dans les cas où il n'arrive jamais à faire cette conjonction, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle la psychose, ou en tout cas la psychose infantile. Alors, je vous disais, chacun d'entre nous a un peu oublié ce moment où il a compris que J-O, Jo, L-I, Li, Jo, Li, ça marchait de façon mécanique, mais qu'il y a un moment où ça devient limpide. Mais tout le monde n'a pas oublié. Alors, j'essaie de le retrouver. Voilà. Voilà comment François Dolto, donc grande psychanalyste avec des enfants, raconte ce qu'a été sa première expérience d'apprentissage de la lecture. Et si je vous en fais part, c'est pour essayer de vous rendre sensible ce point qu'a soulevé Lacan, que je viens de vous rapporter, qui est qu'il y a l'enseignement, qui est certes nécessaire, évidemment, mais l'illusion serait de croire que c'est l'enseignement qui fait l'enseigner. Il faut l'enseignement, mais c'est l'éclair qui va se produire sur cette base-là ou qui ne se produira pas. Alors je vous lis le texte, vous allez voir, avec un exemple, c'est toujours plus parlant. Elle dit « Je me souviens très bien quand j'ai appris à lire. Et je me souviens très bien du miracle. Ça a été pour moi un miracle, comme ça, d'une seconde à l'autre. Quand elle écrit cette histoire, elle ne connaît pas le texte de Lacan que je viens de vous lire, sur l'éclair. Ça a été pour moi un miracle comme ça, d'une seconde à l'autre. La lecture, ça voulait dire quelque chose. C'est inoubliable. Tous les jours, Mademoiselle, comme on l'appelait, me faisait lire dans un petit livre de lecture que je revois encore, et je lisais les syllabes les unes après les autres. Et puis à la fin, il y avait en grosses lettres des syllabes séparées, des exercices. Quand on avait fait le premier livre de lecture, et puis le deuxième livre de lecture, et finalement très vite, je les savais par cœur. Ceux d'entre vous qui ont des enfants petits connaissent ce moment où, à force de leur lire le même livre, qu'ils réclament d'ailleurs, on pourrait presque croire qu'ils savent lire tellement ils connaissent par cœur, et si on change un mot dans la lecture, ils vous disent non, c'est pas ça, et le par cœur leur tient lieu de lecture. Je n'étais pas sûr que je lisais. On croyait que je lisais. Mais ça ne me disait rien à moi. Et puis elle m'a fait lire un petit livre reçu en prix par l'un de mes aînés. C'était un petit livre rouge qui s'appelait « Les babouches d'Abou Kassem », un conte oriental. Il y avait une image, et je lisais. J'essayais que ça ait un sens. Alors je disais n'importe quoi qui était pour moi mon interprétation de l'image. Mademoiselle n'était pas du tout méchante. C'est intéressant. Elle n'était ni méchante, ni sadique. Elle me laissait faire un moment et elle disait « Où est-ce que c'est ce que tu viens de lire ?» Je montrais n'importe quoi. Elle me disait « Est-ce que tu crois que c'est ça qui est écrit ?» Je disais « Mais c'est ça qui est intéressant. Lire, ce n'est pas ça, me disait-elle.
Alors elle me reprenait et jalonnait les syllabes. On lisait une dizaine de lignes, je trouvais ça très difficile, et puis relire, et je trouvais ça aussi difficile, et elle disait « c'est très bien, tu sais presque lire ». Je me disais « mais à quoi ça sert d'annoncer des syllabes qui pour moi ne veulent rien dire ?» Cette image, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Alors je me disais « mais l'image, quand tu sauras l'histoire, tu comprendras l'image. Il faut lire. » Gentiment, comme ça, elle me donnait un bon point. Et puis un jour, tout à coup, la phrase s'est activée dans ma tête, après l'avoir lue, enchaînée, et ça y est, ça avait un sens. Quand on a un nouveau sens qui est ouvert dans le cerveau, tout d'un coup, alors je lui ai dit, mais ça veut dire quelque chose. Elle me dit, mais oui, ça veut dire quelque chose. Mais je ne savais pas. Elle m'a répondu, mais alors, pourquoi crois-tu qu'on enseigne à lire aux enfants si ça n'est pas parce que ça veut dire quelque chose? Alors, quand vous entendez cet exemple, vous comprenez que la division entre l'enseignement et la transmission se fait justement entre je pourrais dire la mécanique de la lecture et la question du sens. Celui qui enseigne transmet du sens, mais il ne sait pas lequel. C'est-à-dire que le sens que nous transmettons comme enseignants ne dépend pas seulement de celui qui enseigne, mais aussi de celui qui reçoit. Et comment il le reçoit, eh bien nous n'en savons rien. Et nous n'avons sur ce point-là, sur ce plan-là, aucune maîtrise. D'autant plus que l'enfant, devenu adolescent, peut être tout à fait rétif à l'idée que vous lui enseigniez quelque chose. Il peut prendre ça très très mal. Les adolescents, par exemple, ils n'aiment pas du tout l'idée qu'il y ait des gens qui en savent plus qu'eux. Alors je dirais, le Pirkei Avot avait prévu l'affaire. Vous connaissez tous, bien sûr. Donne-toi un maître, acquiert un compagnon et juge tout homme en bonne part. Je ne vais pas vous faire le récit de toutes les interprétations de cette Mishnah, de la Mishnah 6 du Pirkei Avot, mais je voudrais souligner un point particulier. D'abord, quand même, un petit point sur la différence que relève Maïmonide, que relève le Rambam, sur la différence entre donne-toi un maître et acquiert un compagnon. Ce n'est pas la même chose. D'autant que les commentaires disent que acquérir un compagnon, ça peut aller jusqu'à s'acheter un compagnon. Mais la grande différence, c'est que un compagnon, en quelque sorte, c'est un alter ego dans l'ignorance. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on va chercher. Et on va chercher quoi? On va chercher quel sens a ce qu'on est en train de chercher. Il y a donc une forme d'horizontalité. Mais cette horizontalité n'a de sens que si la verticalité est préservée. Donc pour ça, il faut se donner un maître. Donne-toi un maître, ça a l'air simple comme ça, mais ça veut dire rigoureusement, donne-toi quelqu'un à qui tu vas présenter ce que tu as appris et qui te dira là où tu t'es mépris et là où au contraire tu dois continuer. Mais en tout cas, ça veut dire pas d'autodidactisme. On n'apprend pas tout seul. On apprend à la fois horizontalement, ce qu'on peut se transmettre les uns aux autres. Ça, par exemple, ça a toujours été une curiosité pour moi. Vous me direz si vous avez vécu la même expérience. Ça a toujours été une curiosité pour moi de savoir comment, dans les cours de récréation,
les jeux se transmettaient de génération en génération. Comment on connaît, par exemple, alors que c'est enseigné par personne, comment on connaît de génération en génération les règles du jeu des osselets? Ou comment on connaît de génération en génération les règles de la marelle, etc. Il y a de fait un enseignement horizontal, mais il y a aussi un enseignement vertical. Ou plus exactement, l'enseignement horizontal n'a de sens que si la verticalité est préservée. Les pédagogues d'aujourd'hui feraient bien de s'inspirer de cette affaire. Alors on me dira, oui, mais il y a eu des expériences qui ont été faites de voir en groupe, de voir par petits groupes, etc. On tient compte de ça. Sauf que acquérir un compagnon et travailler en groupe, c'est pas la même chose. Le groupe fait immédiatement surgir la question de la psychologie de groupe. Il y a des lois de la psychologie de groupe. Le compagnon, l'acquisition d'un compagnon, permet d'évacuer une grande partie des désavantages liés à la psychologie de groupe. Donc, je serais assez tenté de dire aujourd'hui, eh bien oui, le Pierre Cavot a raison, c'est-à-dire que le meilleur moyen de s'enseigner, c'est de chercher ensemble, et ensuite de se référer à une institution qu'on appelle le maître. Faut-il que le maître soit savant? Je me souviens d'un de mes enfants, rentrant de l'école, débité, lui, il devait avoir 9 ans, 10 ans, disant mon instinct. Il sait rien. Il est nul. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, je rencontrais l'institut dans la rue, il me disait il y a un gros problème avec votre fils, quand il me regarde, j'ai l'impression d'être au nul. Je lui ai dit, vous voyez bien. Mais quand mon fils m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, il y a un proverbe yiddish qui dit même une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Donc, à partir de maintenant, tu vas chercher les 2 fois par jour où il dit quelque chose d'intéressant. Ça l'a calmé. Le prof, je ne sais pas. Un dernier mot que j'emprunte à Maïmonide sur acquérir un compagnon. Le compagnon, c'est pas seulement, c'est pas seulement un camarade au sens classique du mot. Maïmonide dit, en empruntant la formule à Aristote, l'ami est un autre soi-même. Autrement dit, ça joue à la fois sur le plan du miroir et sur le plan de l'altérité. Le miroir, c'est assez agressif en général, c'est-à-dire que la rivalité est très forte, mais ce qui la tempère, ce qui permet de la tempérer, c'est l'existence de l'institution, c'est-à-dire du maître. Troisième partie de mon exposé, donc, lire, c'est déchiffrer. Parce qu'après tout, je vous dis, apprendre à lire, c'est une chose redoutable, comme vous l'avez entendu, et les obstacles sont assez nombreux qui ne permettent pas d'apprendre à lire. Je pourrais en rajouter sur les étapes par lesquelles on passe quand on apprend à lire, et notamment insister sur une des phases dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la phase du semblant. On passe tous par un semblant de savoir lire. On fait semblant de lire. On lit et on fait semblant de lire. Vous remarquerez dans le métro, dans l'autobus, il y a souvent des gens qui se promènent avec des livres dont manifestement on sait qu'ils font semblant de lire parce qu'ils le tiennent à l'envers. Si vous observez bien. Mais les enfants font ça souvent, semblant de lire. C'est une étape presque obligée. Toujours est-il qu'il faudrait s'entendre sur ce que lire veut dire. Lire, c'est déchiffrer, disais-je, et c'est interpréter.
Alors, je me suis intéressé pour essayer de comprendre ce que ça veut dire lire, étant donné que je pense que le peuple juif est le peuple qui sait lire. C'est pas seulement le peuple du livre, c'est le peuple à qui a été donné en même temps que ce qui est écrit les conditions orales de sa compréhension, et qui donc sait lire par le déchiffrement. Mais ce serait un peu bateau que de revenir là-dessus, surtout avec vous. Je me suis intéressé à une expérience qui a été d'une importance capitale dans l'histoire de l'humanité. Cette expérience, c'est l'expérience de Champollion. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire de Champollion? Alors, je vais vous raconter ça. Depuis sa plus tendre enfance, donc vous savez, ça se passe au XVIIIe siècle, Champollion est passionné par l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est un personnage un peu bizarre, qui a notamment comme bizarrerie cette incapacité à suivre un cursus scolaire. Et puis, il a des évanouissements à répétition. Un beau jour, quand je dis un beau jour, c'est un raccourci, en étudiant un cartouche égyptien, cartouche, vous savez, c'est comme plusieurs hiéroglyphes qui sont entourés par, comme un peu comme dans une bande dessinée. Il étudie un cartouche, donc, et c'est un cartouche sur lequel bien des savants se sont penchés. Il a une idée concernant le sens d'un des hiéroglyphes qui se trouve à l'intérieur du cartouche. Il s'agit d'un mot qui signifie Ra. Et tout le monde pense, à cette époque-là, qu'il s'agit du dieu Ra, c'est-à-dire le soleil. Et puis il y a un signe qui se lit Ps, qu'on va retrouver dans Mitzrayim, par exemple, et qui est représenté par une espèce de trident. Alors, dans certains cénacles qui travaillent sur cette même question, on a l'intuition que les noms propres, du moins ceux des pharaons, sont inscrits dans des cartouches. Mais voilà que, tout d'un coup, le jeune Champollion, qui est très jeune à ce moment-là, comprend que Ra, donc le rond, le soleil, pourrait aussi représenter le son Ra. Suivez bien, parce que c'est presque le travail à l'envers de ce que je viens de vous décrire. Et pas seulement le dieu du soleil. Ra, donc, serait une syllabe. En appliquant le même raisonnement aux deux autres signes, il peut lire le nom qui est inscrit dans le cartouche, Ramsès. Et en un éclair, comme dans la description de François Dolto que je viens de vous lire, il a trouvé la clé que tout le monde cherchait. Alors il prend tous ses papiers et il se précipite chez son frère. Son frère, c'est justement le compagnon qu'il s'est acquis, qui est en quelque sorte donc son tuteur intellectuel. Il arrive chez son frère, tout essoufflé, il monte les marches 4 à 4, et il lui dit « Je tiens l'affaire !» Et paf, il s'évanouit. Son frère, il connaît assez bien,
ne se précipite pas, comme on ferait aujourd'hui, pour appeler le salut. Il le laisse dans son évanouissement et il attend qu'il récupère. Et quand il a récupéré, quand il se réveille, Champollion semble n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. Aucun souvenir de sa syncope. Et il reprend la discussion exactement au point où il avait lâché avant de tomber dans les pommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il a un compagnon, son frère, et puis il a des maîtres, l'académie. C'est-à-dire, c'est pas du tout découvrir le sens des hiéroglyphes. Encore faut-il le faire, comme on dit aujourd'hui, avaliser. Hein, que c'est bien que la découverte est significative. Évidemment, les maîtres, les académies, sont comme toujours rétifs à admettre qu'il a fait une découverte, surtout que l'Europe entière, à ce moment-là, est en train de chercher comment déchiffrer les hiéroglyphes, et voilà que ce jeune bambin-là, que quasiment personne ne connaît, prétend avoir découvert le sens des hiéroglyphes. Prétend savoir lire les hiéroglyphes. Alors, tout le monde a peur, surtout l'Église. Hein, L'Église a peur que les hiéroglyphes révèlent que ce qu'elle raconte depuis des siècles, que ce soit que des calendriers. Et on l'empêche d'aller en Égypte pendant très longtemps, parce qu'il veut aller en Égypte. Alors, il vous souvenez qu'il a fait faire ça sur une fameuse pierre, on peut voir au petit shooter, qui est la fameuse pierre de Rosette. Et il veut trouver d'autres textes à lire. Et notamment, le premier qui va être déchiffré, qui, comme par hasard, j'insiste sur ce point, comme par hasard, est le livre des morts. J'insiste parce que, je n'aurai pas le temps là, puisqu'il reste peu de temps, mais le passage à la lecture est un passage par la mort. Pour le dire très succinctement, l'enfant qui a cet éclair, celui dont je parle là, il l'a parce qu'il passe par un instant dont la syncope de Champollion est en quelque sorte la métaphore. Pourquoi nous ne nous souvenons pas de cet éclair? Parce que justement c'est un moment de syncope, beaucoup plus bref que celui qui a connu Champollion, mais un moment de syncope qui fait que, au moment même où on en sort, on est comme Champollion, on reprend l'affaire là où elle était avant la syncope, mais tout est devenu différent. Et donc, si vous y réfléchissez 2 minutes, cette écriture que Champollion va déchiffrer, je vous disais à l'instant, le premier livre qu'il va déchiffrer, fort de son savoir, c'est le livre des morts, mais cette écriture, c'est une écriture qui est sur les pyramides, et les pyramides, ce sont des tombeaux. Si vous vous souvenez d'un film, dont j'ai oublié le nom là, à l'instant, qui racontait l'histoire d'une vieille dame juive aux États-Unis, à Atlanta, qui avait un chauffeur noir illettré, Miss Daisy et son chauffeur, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Elle est tout étonnée d'apprendre qu'il ne sait pas lire, qu'il est illettré, et elle lui apprend à lire les noms sur les tombes. Il apprend à lire dans un cimetière. Il y a un passage obligé par la mort, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un point quand même très important. Alors, histoire de terminer en beauté, Champollion nous apprend d'une certaine façon, dans une lettre absolument extraordinaire que je vais vous lire, il nous apprend d'où nous vient, d'une certaine façon, la passion du déchiffrement. Et pourquoi le déchiffrement est porteur de sens, là où la lecture sans déchiffrement ne dit rien du sens. Voilà une lettre. Je vous ai dit, on leur a beaucoup empêché d'aller en Égypte. Finalement, il finit par y aller. Et pour la première fois, il aborde Alexandrie
et nous sommes en août 1828. À ce moment-là, Champollion est très amoureux d'une jeune femme qui ne répond pas à ses attentes, qui lui voue une grande admiration, une grande amitié, mais qui se refuse à devenir son amante. La première chose qu'il fait, quand il met le pied à Alexandrie, quand il descend du bateau, le 18 août 1828, c'est d'écrire une lettre à cette Zélmire, la femme de ses vœux. J'ai donc mis le pied il y a quelques heures sur cette terre d'Égypte dont j'ai rêvé toute ma vie. Vous devinez sans peine mon émotion. Une émotion que j'aimerais partager avec vous, au-delà de tout. Mais elle ne fut pas enveloppée de ténèbres la parole qui venait de l'Égypte. C'est un vers qu'il cite et qui est probablement attribuable à Dante. Ces vers, poursuit-il, extrait du poème que vous m'adressâtes ce 2 avril où ma vie devait changer, c'est-à-dire le jour où il a découvert la signification du cartouche Ramsès, résonne étrangement en moi, comme m'apparaissent maintenant prémonitoires. Oui, la langue égyptienne n'était pas seule à être enveloppée de ténèbres. Vous êtes, Zélmire, le hiéroglyphe, écoutez bien, vous êtes, Zélmire, le hiéroglyphe le plus douloureusement impénétrable auquel j'ai jamais été confronté. Votre image est une composition inconnue à laquelle je n'ai su résister. Des signes, vos gestes, votre regard, votre voix, des idéogrammes, vos créations, votre talent, vos engagements politiques, cet ensemble s'est immédiatement inscrit en moi au plus profond. Une inscription énigmatiquement imprégnée de mes plus anciennes, mes plus intimes réminiscences, qui m'a transporté dans une région de moi-même dont elle m'a révélé l'existence. Y aurait-il dans cette écriture quelques métaphores cachées, une clé secrète? Je n'ai malheureusement pas trouvé la pierre de Rosette qui m'eût aidé à vous déchiffrer. Je n'ai malheureusement pas trouvé la pierre de Rosette qui m'eût aidé à vous déchiffrer. Elle m'eût peut-être sauvé. Notre séparation, votre silence, je les ressens comme une perte de ma propre substance. Des bribes de ma chair sont restées accrochées à cette écriture mystérieuse, inaccessible, l'être aimé. Vous. Je sais, je tente de m'en convaincre, que je ne vous ai pas été indifférent. Si j'en doutais votre projet d'un roman égyptien, votre terrible songe des momies, rappelez-vous cette nuit de juillet 1827, serait là pour me rassurer. Ce qui m'a été le plus pénible, sans doute, je vous le confesse, c'est une singularité que je n'ai rencontrée que chez vous, dans vos lettres. Je veux parler de ces lignes soigneusement biffées, ces phrases entièrement rendues illisibles par des raccourcis serrés, comme si dans un impitoyable retrait, vous aviez tout de suite voulu effacer des moments de confiance, d'abandon, qui peut-être m'eussent comblé. C'est en tout cas ce que j'imagine maintenant, avec quelle amertume. Cette attente que vous m'imposez, je ne puis plus la supporter. Ceci est ma dernière lettre. Fasse le ciel que l'Égypte, ses monuments, ses pharaons, ses sarcophages me permettent de vous oublier. Il y va de ma survie. Adieu. Jean-François Champollion, l'aimé d'Amon, faute d'avoir su se faire aimer de vous. Voilà. Je trouve que c'est d'ailleurs une plus belle lettre d'amour qui m'était donné de lire, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une lettre de rupture. C'est-à-dire que c'est sur fond de perte. La transmission, et je terminerai là-dessus,
dès le début, je voulais, et j'ai essayé de vous le faire sentir, la transmission se fait sur fond de perte. C'est exactement ce que cet enfant enseigne, transmet à son père. Son père qui ignore la dimension de la perte. La perte, ça peut aller jusqu'à la mort. Et souvenez-vous, finalement, les 10 commandements, ils ont été donnés en 2 fois. C'est-à-dire que cette écriture, qui est l'écriture divine elle-même, son original, peu importe pourquoi dans l'histoire, son original, il est perdu. Et nous avons un rapport, qui est perdu parce que Moïse brise les tables. Et nous avons un rapport à l'écriture qui est aussi et déjà un rapport à cette perte. Voilà ce que je voulais dire.